Bienvenue dans le débat consacré à la Turquie et plus particulièrement à la défaite du parti de Recep Tayyip Erdogan dans plusieurs villes lors du scrutin municipal de ce week-end. Istanbul, Ankara, Izmir, mais aussi Bursa, la grande ville industrielle du nord-ouest acquise à l'AKP depuis 2004 et qui est passée dans l'opposition. Le président turc concède lui-même qu'il s'agit d'un tournant. Alors comment expliquer ce coup dur pour Recep Tayyip Erdogan? On va revenir sur l'élection d'Ekrem İmamoğlu à Istanbul et sur celle de Mansur Yavaş à Ankara. Qui sont-ils? Qu'incarnent-ils? La victoire d'Ekrem İmamoğlu à Istanbul crée-t-elle une dynamique pour la prochaine présidentielle de 2028? Voilà les questions que nous allons poser à nos invités. J'ai le plaisir d'avoir Marc Semo avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Journaliste, collaborateur au Monde et à Challenge, auteur de Turquie, la révolution du Bosphore, et vous étiez ancien correspondant en Turquie pour Le Monde. Merci d'être là. Pour Libération. Et pour Libération, pardon. Ahmet İnsel est avec nous ce soir. Bonsoir, politologue, économiste, ancien chroniqueur pour le quotidien turc le Cumhuriyet, co-auteur avec Pierre-Yves Hénin du Le national-capitalisme autoritaire, une menace pour la démocratie, et c'est aux éditions Bleu Autour. Bienvenue. Nous avons avec nous en direct d'Istanbul Delphine Minoui. Bonsoir Delphine, correspondante du Figaro à Istanbul. Bonsoir. Votre dernier livre, eh bien, c'est un roman qui raconte d'ailleurs en grande partie la répression d'Erdogan, puisqu'il y a ce professeur donc, qui est mis en prison pour avoir participé à une pétition. Ça s'appelle L'alphabet du silence. Vous avez aussi écrit Les passeurs de livres de Daraya ou encore Je vous écris de Téhéran. Merci d'être avec nous Delphine, donc en direct d'Istanbul. Avant de démarrer cette discussion, je vous propose d'écouter Recep Tayyip Erdogan. C'était juste après les résultats et les estimations. Nous analyserons ouvertement les résultats des élections du 31 mars au sein de notre parti et ferons notre autocritique avec audace. Bien qu'ils ne soient pas encore finalisés, les résultats des élections nous montrent que nous vivons une perte de terrain dans les administrations locales à travers le pays. Bien sûr, nous discuterons des raisons de ce déclin que nous constatons au niveau local. Le 31 mars n'est pas une fin pour nous, mais un tournant. Alors on va regarder la carte donc avec ces grandes villes comme Istanbul, je le disais, ou encore Ankara qui reste du côté du CHP. Et puis à Istanbul, justement, on va vous retrouver tout de suite, Delphine, la défaite quand même assez retentissante d'Erdogan, puisque finalement le parti du CHP, le Parti démocrate, a raflé 26 des 39 arrondissements, dont d'ailleurs des bastions conservateurs comme l'arrondissement d'Üsküdar, qui est l'arrondissement où réside Erdogan. Delphine, est-ce que c'est une claque pour le président turc? Ah oui, et ça se sentait d'ailleurs hier, enfin ce matin très tôt, à 1h du matin, lors de son discours, un homme complètement abattu, épuisé, d'autant plus qu'il s'était jeté de tout son poids dans la campagne électorale. Il a fait la tournée du pays à la veille du scrutin à Istanbul. Il a enchaîné pas moins de 3 meetings. Il est allé prier à Sainte-Sophie, reconvertie récemment en mosquée. Et la claque, c'est ça, c'est que la tendance est vraiment inversée à Istanbul. Dans des arrondissements qui étaient vraiment des fiefs conservateurs, comme Üsküdar, que vous mentionnez tout à l'heure, ou encore Beyoğlu, eh bien, ces fiefs-là sont passés aux mains de l'opposition. C'est des fiefs où, il faut le rappeler aussi, deux grandes sections importantes de l'AKP, la branche féminine et la branche des jeunes, étaient très proactives. Donc ça montre que les méthodes traditionnelles de l'AKP ne fonctionnent plus. Et là, c'est un véritable revers pour le parti. Je pense que dans l'ensemble, c'est aussi la nouvelle génération, mais également les femmes, qui ont voulu exprimer leur ras-le-bol dans les urnes et exprimer leur volonté enfin de passer à autre chose après plus de 2 décennies de l'AKP au pouvoir. Marc Semo, donc c'était un ras-le-bol finalement, presque une défaite personnelle d'Erdogan? C'est une défaite personnelle. Il s'est engagé à fond dans cette campagne, il lançait un 3e tour de la présidentielle, voire un référendum de nouveau pour ou contre Erdogan. Il avait fait de la reconquête d'Istanbul qu'il avait perdue, que l'AKP avait perdu en 2019, et de très peu, parce que İmamoğlu, donc celui-là qui a triomphé cette fois-ci, à l'époque avait été élu maire avec juste 13 000 voix d'avance. Erdogan, enfin l'AKP avait fait un recours, il y avait eu on avait refait le vote, là il avait gagné avec quasiment 800 000 voix d'avance, et ensuite là, ce coup-ci, alors qu'il était avec d'autres partis d'opposition contre lui,
qui n'ont fait de très mauvais résultats, il a là remporté 1 million de voix d'avance. Donc c'est un véritable choix politique des Istanbouliotes, ce qui pour Erdogan est terrible parce que ça avait été son tremplin politique. Il a toujours répété qui gouverne Istanbul gouverne ensuite le pays. Ahmed Insel, comment on peut l'expliquer? Déjà d'un point de vue politique, parce qu'en plus le parti de Imamoglu, le CHP, est parti tout seul. Il n'y avait pas de coalition cette fois. Il y a les islamistes aussi, le parti islamiste qui a gagné des voix peut-être sur l'AKP. Est-ce que ça a participé à cette défaite justement de l'AKP? Ça a participé, mais en partie parce que l'écart, pour prendre Istanbul, l'écart de voix entre Imamoglu et le candidat de Erdogan est beaucoup plus important que les voix obtenues par le nouveau parti islamiste. Et comme disait Marc Semo tout à l'heure, en plus, cette fois-ci, le Parti républicain du peuple et Imamoglu se sont présentés seuls. Donc, du coup, tous les autres partis qui avaient soutenu en 2019, qui n'avaient pas présenté de candidat en 2019 pour soutenir Imamoglu, ont présenté leur candidat. Le parti Pro-Kurde avait son candidat. Ils ont gardé leur fief, on peut dire, le parti Pro-Kurde. Dans l'Est, oui. Mais à Istanbul, ils ont beaucoup perdu. Normalement, ils ont autour de 5-6% des voix à Istanbul. Ils ont eu 2%. Autrement dit, les électeurs ont fait une union dans les urnes et non pas une union avec les partis. Et ça, c'est un facteur important. Deuxième chose, c'est que du côté de AKP, on constate qu'il y a eu une défection parmi les électeurs d'AKP qui ne voulaient pas voter pour d'autres partis, mais pour envoyer un signal à leur chef. Ils n'ont pas été aux urnes. AKP a perdu à peu près 5 millions de voix. Le taux de participation a baissé un peu et surtout, ce sont les électeurs d'AKP qui n'ont pas voté. Le taux de participation au niveau national, par rapport à 2019, a baissé de 6 points. Et ces 6 points, c'est surtout en grande partie, pas exclusivement, mais en grande partie, on constate que ce sont des anciens électeurs d'AKP, de Erdogan. Donc en fait, ils n'ont pas voté pour Erdogan cette fois. Delphine Minouy, vous parliez des femmes. Est-ce que les classes moyennes ont lâché Erdogan parce que peut-être déçues par le bilan économique ? Oui, ça, je l'ai beaucoup senti. J'ai passé beaucoup de temps ces derniers temps dans des quartiers plutôt pro-Erdogan à Istanbul, dont on parlait tout à l'heure, Üsküdar, Kasımpaşa, où Erdogan est né, où il a passé son enfance. Et on sent une désillusion par rapport d'abord à la crise économique. Il y a une véritable récession qui frappe tous les foyers. C'est-à-dire que quand les gens font des courses aujourd'hui, c'est aux légumes près pour remplir le sac de la ménagère. On sent aussi, en général, dans ces milieux-là, une certaine forme de lassitude aussi, je dirais, par rapport à un parti qui, il faut le rappeler, s'appelle le Parti de la justice et du développement, qui s'est écarté de ses valeurs de départ. Et donc les gens, pour certains, se sentent trahis. Il y a d'autres personnes qui évoquent la dérive autoritaire du pouvoir et notamment le tournant avec le référendum sur la Constitution en 2017 et les pleins pouvoirs accordés au président Erdogan. Donc finalement, toute cette personnalisation du pouvoir, elle a commencé à déplaire à certains électeurs de l'AKP. Et puis, de façon générale, et ça je l'ai vraiment ressenti dans les quartiers d'Istanbul, les gens votent différemment, que ce soit pour la présidentielle ou que ce soit pour les élections locales. Parce que c'est vrai qu'après le revers de l'opposition lors de la présidentielle de l'année dernière, tout le monde partait un peu désenchanté en se disant « bon, c'est bon, ils vont encore remporter les élections ». Eh bien non, cette fois-ci, autant les gens avaient voté pour Erdogan en se disant « on vote pour un homme fort, quelqu'un qui a une stature sur la scène internationale », cette fois-ci, ce sont les enjeux locaux qui ont primé. Et donc là, à ce moment-là, les électeurs ont voulu récompenser, je dirais, Imamoglu et également les maires de quartier pour la gestion des services, les aides sociales, les cartes de métro à tarif réduit pour les étudiants, les crèches pour les enfants qui permettent aux femmes d'aller travailler, les parcs, et puis la culture aussi, très importante pour les jeunes, avec Imamoglu qui a développé des concerts gratuits, des festivals culturels. Tout ça, ça a beaucoup pesé dans les urnes hier. Marc, intéressant ce que vient de dire justement Delphine sur ces enjeux locaux. Et puis, enjeux économiques, l'inflation, c'est 67% sur 12 mois au mois de février. Donc, ça reste quand même très fort. 4e pays en termes d'inflation, c'est au plus haut depuis 25 ans. Une croissance qui est tout de même à 4,5%, donc un taux de croissance assez important, mais qui manifestement profite plutôt aux grandes entreprises, pas vraiment aux classes moyennes qui se sont paupérisées, même si Erdogan a relevé le SMIC, lui, de 49%. Mais il y a un enjeu économique, très clairement. Oui, vivre avec 67% ça a joué d'inflation, contre lui. Ça a joué contre lui.
les classes moyennes sont touchées, les retraités sont touchés. Et là, ce que raconte très bien Delphine Minouy, ce qui faisait la force de l'AKP, les deux piliers de la force de l'AKP ont disparu. L'un, c'était sa politique économique. Il ne faut pas oublier que l'AKP arrive au pouvoir 2002-2003, après la grande crise économique, etc., et remet le pays dans les normes et assure un développement économique impressionnant. La Turquie, le revenu par habitant a quasiment été triplé. C'était l'époque des entrepreneurs. Voilà. Et l'autre chose de l'AKP, c'était ce quadrillage des quartiers. L'AKP était un parti qui avait compris qu'il fallait que l'islamisme devait partir d'en bas. Il fallait construire les fondations de la maison. Donc, il y avait un quadrillage des quartiers. Les gens de l'AKP, dans leurs fiefs, dans les banlieues, savaient qui était qui, aider ceux qu'on avait besoin. Il y avait cette espèce de travail capillaire, une omniprésence du parti qui maintenant, déjà depuis des années, mais ça n'a fait que s'aggraver, a disparu parce que c'est devenu, de fait, un parti de notables qui vit de l'acquis, qui a ses réseaux de clientèle, mais finalement, cette espèce de présence militante et tout, ça a été remplacé, on en parlait il y a quelques instants, de ce travail justement que font les mairies d'opposition, du JAP, qui aident les jeunes, qui donnent des cartes pour les transports, qui des aides alimentaires s'il le faut et tout. Et donc l'AKP est pris totalement à contre-pied. Est-ce que le terme de laïcité compte aujourd'hui? Est-ce qu'il a compté dans cette campagne? Oui, forcément, parce que chez les jeunes... Le parti kémaliste et le parti laïque, le CHP. Oui, bien sûr, ça joue un peu parce qu'il y a aussi une réaction dans les grandes villes. Si vous regardez la carte que vous avez évoquée tout à l'heure... On va la revoir. L'ouest de la Turquie, l'ouest de la Turquie depuis à peu près Konya, est passé totalement du côté du CHP, sauf quelques régions ouvrières. C'est en rouge, là, donc le Parti démocrate kémaliste. Voilà. C'est totalement en rouge. Et là, il y a aussi un débat sur le mode de vie, sur la laïcité. AKP n'a pas touché les personnes sur leurs pratiques privées. Il n'y a eu pas d'interdiction d'alcool, des choses comme ça, mais il y a eu une rouleau compresseur d'une culture islamique qui est présente de plus en plus dans l'espace public et puis dans l'éducation. Et donc, il y a eu aussi des réactions de ce côté-là. CHP a commencé à jouer, le Parti républicain du peuple, qui jusque-là avait une position très laïcarde, très laïciste, qui menaçait d'interdire le voile s'il venait au pouvoir, etc., a totalement changé de discours. Imamoglu, de ce point de vue-là, Yavaş à Ankara sont très significatifs de cette nouvelle figure beaucoup plus démocrate, laïque, disons. Eux-mêmes, ils sont pratiquants, donc du coup, ils vont à la mosquée, etc. Et donc, du coup, rassurent beaucoup plus les classes moyennes, et puis les jeunes et les femmes. Les femmes jouent un rôle très important dans la montée à l'ouest du Parti républicain du peuple. Et puis, il y a aussi un facteur qui a joué, c'est que au niveau économique, ce sont les retraités qui, jusque-là, les personnes âgées votent beaucoup plus conservateurs, comme vous savez, la plupart du temps. Mais cette fois-ci, les retraités, il y a eu un vrai soulèvement de retraités parce que les retraites, contrairement à ce que la pratique de Tayyip Erdogan jusque-là, les retraites ont perdu énormément de pouvoir d'achat depuis 3 ans, quand on regarde sur l'inflation cumulée. Et donc, elles ont voté contre lui cette fois. Contre lui ou le parti islamiste. Ou pour le parti islamiste. Champion de l'opposition. Alors, vous parliez justement d'Ekrem İmamoğlu, qui est donc populaire aujourd'hui. C'est devenu un peu une star. Et puis, le maire d'Ankara, donc Mansur Yavaş, réélu aussi, avec une large avance, d'ailleurs, sur son rival de l'AKP. On va les écouter tous les deux. Vous avez envoyé le message. Nous verrons s'ils le recevront ou non. J'espère qu'ils le recevront. Aujourd'hui, le peuple a dit « Je suis pour la paix, la tranquillité, la démocratie et la justice. » N'est-ce pas vrai? Chers habitants d'Ankara, je répète ce que j'ai dit lorsque nous avions remporté les élections de 2019. Nous ne considérons pas ces résultats électoraux comme une victoire. Il n'y a pas d'ennemis contre nous. Nous sommes tous des membres honorables de ce pays, de cette ville. Nos opinions politiques peuvent différer. Notre vision du monde peut être différente. Mais maintenant, l'élection est terminée. Nous allons retirer nos badges et continuer à servir les 6 millions d'habitants d'Ankara sans discrimination.
6 milyon Ankaralıya kimseyi ayırmadan hizmet etmeye devam edeceğiz. Delphine Minoui, ces deux personnalités, donc Ekrem İmamoğlu, donc le maire d'Istanbul, et Mansur Yavaş, le maire d'Ankara, est-ce qu'on peut dire qu'aujourd'hui, ils sont la relève? Qu'est-ce qu'ils incarnent? Oui, ce qui est intéressant et ce que révèlent d'abord leurs deux discours, ce sont des messages d'apaisement, des messages fédérateurs, des messages rassembleurs, en rupture totale avec les discours très polarisants d'Erdogan. On se souvient de l'allocution qu'il avait prononcée le soir de sa victoire fin mai à la présidentielle, où il était presque sur un mode de vengeance, en annonçant tout de suite qu'il allait reconquérir Istanbul, en traitant les Kurdes de pro-LGBT, enfin en essayant vraiment de discréditer toutes les personnalités de la société civile et de l'opposition. Alors, on voit que c'est ce qui plaît aujourd'hui, ces figures fédératrices. İmamoğlu, Mansur Yavaş, les jeunes énormément suivent ces personnalités. Et encore une fois, des jeunes issus de milieux traditionnels dont les parents ont toujours voté pour l'AKP. Parce qu'il faut savoir aussi que la jeunesse aujourd'hui, la nouvelle jeunesse turque, ce sont des jeunesses urbanisées, des jeunesses plus éduquées. Et donc, c'est des gens qui vont être beaucoup plus sensibles à ce genre de discours plutôt que, et là j'en cite un jeune avec qui je parlais récemment, plus sensible à ces discours qu'à des messages et de la propagande périmée, comme ils perçoivent les discours du président Erdogan. Donc ce qui en fait, en effet, pour ces deux personnalités, des candidats potentiels à la présidentielle de 2028, parce que c'est là que se trouve la prochaine échéance. Il pourrait y avoir une rivalité entre les deux pour justement 2028. Il y aura une rivalité nécessairement. Ils sont dans le même parti. Alors bon, espérons que cette rivalité se passe bien. Mais effectivement, ce sont les deux candidats. C'est une chance d'en avoir deux. Parce que si, par exemple, Ekrem İmamoğlu est mis hors jeu pour la condamnation à 2 ans et 7 mois pour avoir insulté le haut comité électoral et donc il devenait inéligible et tout. Il y a l'autre recours qui est Mansur Yavaş. Oui, il y a une rivalité. En plus, l'un et l'autre ont en commun, effectivement, comme le disait Ahmed, d'être pieux, d'être musulmans, de ne pas s'en cacher. Donc ça leur permet de ratisser large. Mais ensuite, c'est deux profils assez différents. Parce que d'un côté, İmamoğlu, c'est l'ancien homme d'affaires né sur les bords de la mer Noire, assez quand même affairiste. Il a un côté Erdogan avec la gouaille, le verbe, etc. Mansur Yavaş, lui, est un ancien nationaliste, beaucoup plus dur, beaucoup plus rigoureux, extrêmement populaire parce qu'il est efficace. Il a eu 30 points d'avance à Ankara sur le candidat de l'AKP et qui, d'une certaine façon, a peut-être plus, la stature d'un homme d'État comme les Turcs, comme le kémalisme turc l'envisage. Ahmet İnsel, oui. Lequel entre les deux? Écoutez, déjà, est-ce que le fait qu'effectivement İmamoğlu ait été condamné, donc est-ce que ça pourrait l'empêcher à nouveau de se représenter? Non, parce que là, il est condamné en première instance, il y a la Cour d'appel et après la Cour de cassation qui doit confirmer. Et Tayyip Erdogan, je pense qu'il doit réfléchir parce que s'il est condamné tout de suite, c'est 2 années d'interdiction d'être élu. Et on sait bien qu'en Turquie, une personne condamnée d'une manière totalement injuste, puisque Erdogan l'avait fait condamner quelques mois avant les élections présidentielles pour qu'il ne soit pas candidat déjà à les élections présidentielles. Mais son inéligibilité n'est pas encore effective. Il faut qu'il soit définitivement condamné. Il deviendra encore plus populaire. Donc, du coup, il y a cet enjeu aussi qui fait que, pour Erdogan, je ne sais pas s'il préférait avoir İmamoğlu comme candidat de l'opposition ou Yavaş comme candidat d'opposition. Et donc, de ce point de vue-là, je ne sais pas. Yavaş a un handicap, c'est que le vote kurde se porte très peu vers Yavaş. Encore qu'à Ankara, contrairement à nos prédictions, l'électorat kurde a quand même voté Yavaş pour lui. Mais comme image, comme il vient de parti d'extrême droite nationaliste, il a beaucoup évolué. Il y a une position qui irrite les Kurdes. İmamoğlu, par contre, ratisse très très large. En revanche, il a une figure beaucoup plus homme d'affaires.
Plus urbaine aussi, peut-être, ou pas? Pardon? Plus urbaine, plus homme d'affaires. Plus urbaine, mais Imamoglu a commencé sa carrière politique dans un parti libéral. Il n'a pas commencé dans le Parti républicain du peuple, il a commencé sa carrière politique dans le parti de Özal, et Imamoglu a commencé sa carrière politique dans le parti d'extrême droite nationaliste. C'est intéressant que les deux ne sont pas des figures originelles du Parti républicain du peuple, les deux grandes figures. Les grandes figures originales du Parti républicain du peuple, actuellement, c'est le secrétaire général du parti, mais qui n'a pas la même capacité de confronter Tayyip Erdogan. Delphine Minou, un mot sur Erdogan. Alors, est-ce que, il a laissé entendre qu'il quitterait peut-être la vie politique en 2028 ou non? Oui, alors il a évoqué en effet la possibilité de tirer sa révérence à quelques jours du scrutin. En même temps, on connaît le personnage qui s'est joué aussi sur la fibre sensible de sa population pour qu'on lui demande de revenir et de rester au pouvoir. Il faut rappeler qu'Erdogan, c'est un animal politique qui est aussi capable de retourner les crises à son avantage. Donc, on n'en est pas à la fin de l'histoire, je dirais. Il va falloir voir comment il va être capable, en effet, de tirer les leçons de cet échec, de voir comment va se réorganiser aussi l'AKP. Alors, il y a mille et une rumeurs qui circulent autour du palais à Ankara. On parle également de deux autres candidats potentiels qui seraient en préparation si Erdogan ne se représentait pas. On évoque souvent son gendre, Selçuk Bayraktar, qui est le leader des fameux drones de combat, et puis aussi Hakan Fidan, chef de la diplomatie, ancien responsable des renseignements turcs. Mais ce ne sont que des prévisions et des pronostics. C'est encore vraiment trop tôt pour pouvoir s'avancer. Marc Semo, il pourrait se représenter encore en 2028, Erdogan. Oui. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Alors, comme on dirait en turc, si Dieu le veut, mais parce qu'il y a aussi des questions de santé. Mais oui, le jeu est ouvert. Il peut se passer beaucoup de choses jusqu'en 2028. Mais c'est pas très facile parce que normalement, pour qu'il puisse se présenter, soit il faut changer la Constitution, soit le Parlement doit faire une élection anticipée, avoir 2/3 des majorités. Et Erdogan ne peut pas dissoudre désormais le Parlement pour se faire élire. Il faut que le Parlement fasse une élection anticipée. Et ça, il y a un scénario probable, possible, sur une élection anticipée? Alors, il faudrait dans ce cas-là que Erdogan puisse rafler des députés de l'autre camp, mais c'est pas facile d'obtenir l'accord des députés de l'autre camp parce que son parti est en déclin et donc du coup leur faire des propositions de futures députations, etc., c'est beaucoup moins crédible. Donc du coup, il faut que les députés puissent s'autodétruire pour leur engagement. Donc ça ne vous paraît pas être un scénario Ce n'est pas probable. très facile, mais il peut y avoir... Le seul scénario possible, c'est ça, soit un changement constitutionnel, mais aujourd'hui, un référendum constitutionnel n'est pas très probable vu les résultats actuels. Donc, du coup, peut-être il y a un an... Parce qu'il aurait peur de perdre. Mais évidemment, donc, encore plus. Encore plus. Delphine, justement, parce qu'on entendait des réactions sur ces élections anticipées, certains Turcs les souhaitent. Oui, alors ça fait partie de ce qui est évoqué aujourd'hui en Turquie. Maintenant, encore une fois, moi j'ai du mal à établir un pronostic sur ce sujet. Je pense qu'il est encore trop tôt pour savoir ce qui va advenir. La Turquie nous a appris à être le pays des surprises. Donc on est souvent étonné de voir comment les choses vont tourner dans un sens comme dans l'autre. Vous êtes d'accord, Marc Semo? Difficile de faire des pronostics pour... C'est difficile de faire des pronostics. Et ensuite, il y a ce problème de la Constitution telle qu'elle est, après la réforme qui avait été imposée par Erdogan, bien que votée par référendum en 2017, qui donne d'immenses pouvoirs au chef de l'État. C'est un peu modèle 5e République. Et c'est pas évident de trouver quelqu'un à même... d'endosser l'habit. Oui. Et la force d'Erdogan, c'est d'ailleurs une des raisons de son succès aux élections de l'année dernière, c'est que malgré tout, il a une stature, il est connu internationalement, on se dit, il sait gérer les crises du monde. Regardez où est la Turquie géographiquement, au carrefour des 3 principales crises qu'il y a aujourd'hui dans le vieux monde, entre l'espace post-soviétique, le Moyen-Orient et l'Europe du Sud, avec les questions des migrations et tout. Il a la stature, c'est pas évident pour un de ces challengers de l'avoir, d'autant
qu'en matière de politique, de qu'est-ce qu'il va faire à l'international, le GAP est pour le moins opaque et confus. Oui. Et puis recherche de l'homme fort, peut-être, ça c'est quelque chose d'important en Turquie. Il risque d'y avoir une réaction de Tayyip Erdogan pour regagner une majorité au niveau de l'électorat en jouant la carte nationaliste. Le seul moment agressif d'Erdogan dans son discours de dimanche soir à minuit et demi, c'était de rappeler qu'il ne laissera pas former au sud, dans les frontières, de l'autre côté des frontières de la Turquie, la formation de ce qu'il a appelé une terroristan, c'est-à-dire en Irak et en Syrie. Et probablement, il peut engager un combat plus massif en Irak. Actuellement, ça se prépare. Et dans ce cas-là, il peut essayer de reconstituer une majorité nationaliste au niveau de la population. Et même, je pense que dans ce cas-là, le Parti républicain du peuple sera tétanisé pour mener un programme différent. Et donc, il y a un homme fort dans ce cas-là qui peut surgir, que Tayyip Erdogan peut former. C'est l'ancien président. C'est l'ancien chef des services de renseignement qui est devenu maintenant ministre des Affaires étrangères. Et en tant que ministre des Affaires étrangères, il peut acquérir une certaine stature d'homme politique international. Merci Ahmet Insel, merci Marc Semo, merci beaucoup Delphine Minoui d'avoir été avec nous en direct d'Istanbul. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous pouvez retrouver l'émission sur les réseaux sociaux. À demain.